Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Le président de la République et le Premier ministre éthiopien renforcent les liens économiques et diplomatiques. Nouvelle maternité à As'ela, un bond vers l'amélioration des soins maternels. Dans l'actualité internationale, près d'une centaine de missiles ont été tirés vers Israël par l'Iran pour venger Nasrallah et Haniyeh. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République et président en exercice de l'IGAD, Ismaël Omar Guelleh, a eu un entretien téléphonique ce mardi en début d'après-midi avec le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed Ali. Au cours de cet échange, les deux dirigeants ont passé en revue l'état d'avancement des projets d'intégration économique entre leurs pays respectifs, tout en abordant les principaux défis régionaux et internationaux. Ces consultations s'inscrivent dans le cadre des échanges réguliers et approfondis entre les hauts responsables des deux nations, dont les relations se distinguent par leur caractère privilégié et leur fructueuse collaboration. Je vous le disais à l'instant, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rableh, et le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa, ont procédé hier à l'inauguration du nouveau pavillon de maternité Jessie Goliez au poste de santé d'As'ela, situé dans la région d'Ikiloise. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le préfet de la région, Hassan Abdi Rableh, et le président du conseil régional, Mahad Hussein Ahmed. Plusieurs personnalités étaient également présentes, notamment le sultan de Gobaad, Habib Mohamed Louaïta, le médecin-chef de la région, Dr Jama' Moussa Waes, ainsi que les notables coutumiers de la région. La cérémonie inaugurale a également rassemblé le directeur des services de santé des forces françaises stationnées à Djibouti, Dr Alain Puipudin, M. Ali Abdou Ali et Mme Jessie Goliez elle-même, dans une ambiance festive et sous les acclamations chaleureuses de la communauté. Les deux ministres ont procédé à la traditionnelle coupure du ruban marquant l'ouverture officielle de cette nouvelle maternité. L'ensemble de la communauté d'As'ela a salué cet événement, louant les efforts du gouvernement dans le développement des infrastructures sanitaires. En parallèle, le poste de santé a également bénéficié d'une réhabilitation complète de ses installations existantes que le ministre et sa délégation ont eu l'occasion d'inspecter. Il représente bien plus qu'un simple ajout à notre système de santé local. Elle est une réponse concrète aux besoins pressants de nos mères et de nos enfants qui méritent des soins de santé maternelle et infantile de qualité proche de chez eux. Ce pavillon vient non seulement renforcer la capacité opérationnelle du poste de santé d'As'ela, mais il faut aussi transformer la vie des femmes de notre région. Désormais, chaque femme enceinte pourra recevoir un suivi médical adéquat, donner naissance dans un cadre sécurisé et bénéficier d'un accompagnement postnatal essentiel pour elle et son enfant. Cela réduit également les risques liés à la grossesse et à l'accouchement, améliorant ainsi significativement la santé maternelle et infantile dans notre communauté. Cette maternité permettra de mieux répondre à la demande croissante des services de santé, tout en renforçant les capacités des équipes médicales qui pourront désormais travailler avec des équipements adaptés et dans les conditions optimales. Voilà donc pour les mots des autorités régionales qui ont transmis les sincères remerciements des habitants pour la rénovation de leur poste de santé. Lors de son intervention, Mme Jessie Goliez a exprimé sa gratitude pour l'organisation de cette cérémonie inaugurale. Donc c'est un honneur d'être présent ici et je vais peut-être un peu rappeler le contexte effectivement de cette création. Donc je m'appelle Jessie, je travaille dans la région depuis une vingtaine d'années maintenant à la recherche des patrimoines culturels de la République de Djibouti dans le cadre de missions portées par l'enseignement supérieur et de la recherche de Djibouti avec la France, le ministère français des Affaires étrangères. Durant ces missions, nous travaillons avec les communautés locales et nous sommes toujours à l'écoute des besoins.
À l'issue de nombreuses concertations, avec un travail de collaboration avec l'association de développement de la caravane du Gobad, il a été décidé de mettre en place une clinique dentaire temporaire il y a ça à peu près 3 ans. Alors, pour réaliser cette opération, bien sûr, nous avions eu le soutien de l'ambassade de France, le soutien du ministre de la Santé, le soutien ici de l'association des jardins d'Assela ou de la ferme agroforestière du Nîmes. Et nous avions en effet pu soigner une centaine de personnes grâce à l'arrivée de médecins français, le tout supporté par le personnel soignant de la sous-préfecture d'Assela. Et donc, lors de son intervention, quant au ministre de l'Environnement, Mohamed Abdelghadr Moussa, il a salué cette initiative concrète, symbole du dynamisme de la coopération entre les différents acteurs impliqués. Dans son discours, le ministre de la Santé a précisé que cette nouvelle unité mère-enfant permettra d'offrir des soins sécurisés à plus de 400 femmes par an, contribuant ainsi à une réduction significative du taux de mortalité maternelle et néonatale, l'un des objectifs principaux du millénaire pour le développement. Ce projet de réhabilitation s'inscrit dans une stratégie plus large visant à améliorer l'offre de soins avec un accent particulier mis sur la prévention et la sensibilisation au sein des communautés. Et après la coupure du ruban, les deux ministres ont visité les nouveaux locaux équipés de matériel moderne et renforcés par du personnel qualifié afin de promouvoir la santé de la mère et de l'enfant. Cette nouvelle maternité dispose d'un plateau technique performant comprenant une salle d'accouchement moderne, une salle d'hospitalisation et un service de consultation prénatale. Autre information, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a accueilli hier à la zone de libre-échange international de Djibouti une délégation de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, dirigée par Madame Dermita Chiwinde, directrice de la ZLECAf. Cette visite avait pour objectif d'évaluer les infrastructures logistiques actuelles qui soutiennent et renforcent le commerce intra-africain à Djibouti. Au cours de sa visite, la délégation a pu constater de visu l'importance stratégique de Djibouti dans l'amélioration du commerce sur le continent. Djibouti, signataire de l'accord de la ZLECAf et l'ayant ratifié en 2021, réaffirme ainsi son engagement envers le commerce intra-africain. Les initiatives de l'autorité des ports et des zones franches illustrent parfaitement les efforts continus du pays pour promouvoir un environnement commercial interconnecté et prospère à l'échelle du continent. Le président de l'autorité des ports et des zones franches a présenté le modèle coûts, assurance et frais qui rapproche les produits internationaux de leurs marchés finaux en Afrique de l'Est, facilitant ainsi le commerce mondial. Un autre projet ambitieux discuté avec la délégation est le chemin de fer transafricain, un investissement stratégique visant à relier l'océan Indien à l'Atlantique. In itself, to be able to take advantage of it that are on ground. Et lors de ces discussions, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a suivi plusieurs initiatives phares de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti visant à faciliter le libre-échange en Afrique. Lors de ces discussions, Aboubakar Omar Hadi a mis en avant plusieurs initiatives phares de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti visant à faciliter le libre-échange en Afrique. Parmi elles, le concept innovant du Sea Air Cargo qui combine le transport maritime et aérien pour optimiser la livraison des marchandises à travers le continent. Ce service relie déjà 27 villes dans 24 pays africains, renforçant ainsi les chaînes d'approvisionnement régionales. Écoutons à présent le mot du secrétaire général du ministère du Commerce. Conduite par la directrice de douane de la zone de libre-échange africaine a effectué une mission à Djibouti afin d'évaluer et d'estimer de visu les infrastructures physiques existantes à Djibouti
et qui interviennent directement dans la promotion des échanges intra-africains que prône et pour lequel le secrétariat de la zone de libre-échange a été créé dans le siège d'État à Accra, au Ghana. Donc, comme l'a souligné la directrice, la République de Djibouti est signataire non seulement, mais a également ratifié en 2021 cet accord de libre-échange. Et aujourd'hui, ils vont constater au cours de leur séjour à Djibouti la dynamique de la logistique à Djibouti tout au long du corridor, non seulement au niveau des infrastructures portuaires et aéroportuaires, mais vont effectuer une visite de terrain jusqu'à tout le long du corridor pour suivre le flux que génère la logistique à Djibouti. Leur visite également s'inscrit directement dans la préparation de la prochaine conférence de haut niveau ministériel qui se tiendra à Djibouti en fin novembre 2021 et auquel le ministre du Commerce, son Excellence Mohamed Warsama Diriye, a signé la semaine dernière le protocole d'accord de siège avec son Excellence Wam Kelemene, qui est le secrétaire général de la ZLECAf. Donc nous les remercions pour cette visite et nous nous engageons à travailler étroitement, comme l'a souligné le Président. Nous sommes entièrement engagés dans le cadre de cette zone de libre-échange africaine. À la une également, dans le cadre des festivités célébrant l'unité nationale et la cohésion sociale, la caravane de Fest Unité 2024 organisée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture poursuit son parcours dans les régions nord du pays. Elle a récemment fait étape à Tadjoura, offrant donc des moments d'échange et de célébration. Hier, mardi 1er octobre, la caravane du flambeau de l'unité, présente à Tadjoura depuis le 30 septembre, a été accueillie chaleureusement par Abdou Omar Abdelghader, vice-président du conseil régional de Tadjoura. Et M. Salah Hamadou, deuxième adjoint du préfet au siège du conseil régional. Lors de cette rencontre conviviale, la troupe musicale Djib Talon, composée de jeunes artistes de diverses communautés de Djibouti, a illustré dans les 3 langues nationales, somali, afar et arabe, la mission de la caravane du flambeau de l'unité. L'objectif de cette initiative est de promouvoir les valeurs fondamentales de l'unité, de la paix et du vivre ensemble au sein de la société djiboutienne. Les autorités régionales ont profité de l'occasion pour exprimer leur reconnaissance envers la troupe Djib Talon, mettant en avant la qualité de leurs prestations durant la soirée organisée dans le cadre du Fest Unité 2024. Elles ont réaffirmé leur engagement à préserver la paix, l'unité et la cohésion sociale, tout en soulignant l'importance du dialogue intergénérationnel et la sauvegarde de l'identité culturelle, pilier du développement durable. Ces valeurs sont essentielles pour garantir une cohabitation harmonieuse entre les différentes composantes de la société civile, de la société djiboutienne. À la fin de la rencontre, une séance de photos a été organisée sur l'esplanade du conseil régional de Tadjoura avant le départ solennel du flambeau de l'unité, porté fièrement par la jeunesse tadjourienne en direction d'Arta. La cérémonie de transmission du flambeau a eu à Lakassal. La jeunesse de Tadjoura, accompagnée de ses autorités locales, notamment le vice-président du conseil régional Abdou Omar Abdelghader, a remis le flambeau à la jeunesse d'Arta, représentée par Mme Felsan Elmi, vice-présidente du conseil régional d'Arta, en présence de Suleiman Hamed, directeur des régions au ministère de la Jeunesse, et du sous-préfet de Karta de l'Aïta, Suleiman Yousuf Ahmed, et de M. Abdou Ali Ouden, sous-préfet du Lakassal. Les gens sont aux côtés de ces flambeaux et du drapeau national. C'est une bonne initiative. J'espère que ça va bien se passer dans toute la journée. Et nous espérons que cette semaine va être quelque chose qui sera perduré dans toutes les années. Dans le reste de l'actualité, ce matin, dans le cadre des opérations de recensement des points de vente, les agents de la direction du commerce du ministère, du commerce intérieur du ministère du Commerce, ont procédé à l'affichage des fiches d'identification
avec code QR sur les portes des établissements situés aux alentours du grand marché Mahmoud Harbi. Ces fiches d'identification élaborées par le ministère à la suite du recensement visent à renforcer et optimiser la base de données du ministère, notamment celle de la direction du commerce intérieur. L'opération d'affichage a été supervisée par le directeur du commerce intérieur, Abdi Falah, accompagné du conseiller technique du ministère, Dahir Djibril Youssouf. Lors de cette opération, un client bénéficiaire de la fiche d'identification commerciale s'est exprimé au micro de la RTD, soulignant l'utilité de cette initiative. Écoutons à présent le mot du conseiller technique du ministère du Commerce, M. Dahir Djibril Youssouf. Après la phase de détection des points de vente, nous voilà passés à la phase d'octroi des codes QR. Ces codes QR permettront de retrouver le point de vente dans le système. Désormais, l'anarchie est finie. Nous connaissons tous les points de vente se trouvant au centre-ville. Nous invitons les commerçants à bien conserver ce code qui nous a coûté cher et de conserver ce code-là à conserver comme ils conservent les patentes. Autre information, dans les premières heures d'hier, les équipes de la garde-côte djiboutienne, en étroite collaboration avec la Marine nationale, ont lancé une vaste opération de recherche et de sauvetage en mer à la suite d'un tragique incident maritime. Une embarcation transportant des migrants clandestins a chaviré à seulement 150 mètres de la plage de Assafoud, près de Kol Angar. Le drame a coûté la vie à 48 personnes, tandis que 115 survivants ont pu être secourus. Actuellement, 61 individus restent portés disparus et les efforts de recherche se poursuivent sans relâche. Les équipements du poste de surveillance du littoral maritime de Kol Angar, renforcés par le département des recherches et de sauvetage de la garde-côte djiboutienne ainsi que des unités de la Marine nationale, travaillent en étroite coopération avec l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, et les autorités locales pour maximiser les efforts de sauvetage et coordonner la réponse à cette tragédie maritime. Cette opération de grande envergure a mobilisé un large éventail d'acteurs et de partenaires essentiels. Outre l'engagement total de la garde-côte et de la Marine nationale, l'OIM joue un rôle clé dans la prise en charge des survivants, leur offrant des soins médicaux, de la nourriture et des abris temporaires. L'éducation des filles est un enjeu majeur pour le développement de l'Afrique dans le cadre de la promotion de l'éducation des filles, une formation dédiée aux professionnels des médias et des maisons de presse du continent africain s'est tenue à Nairobi, au Kenya, organisée par le Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes. En Afrique, cette formation a rassemblé une vingtaine de journalistes du 26 septembre au 28 novembre. Eh bien, le centre, une institution spécialisée relevant de la Commission de l'Union africaine, est rattaché au département de l'éducation, de la science, de la technologie et de l'innovation. Sa mission est de promouvoir l'éducation des filles et des femmes à travers l'Afrique afin de surmonter des défis persistants tels que les mariages précoces, les grossesses adolescentes, les inégalités d'accès à l'éducation. Le rôle des médias est donc essentiel dans la sensibilisation et la diffusion d'informations sur ces problématiques. Durant les 3 jours de la formation, les participants en préparent à des séances interactives et à des travaux de groupe. Le plan stratégique 2021-2025 du centre, présenté par des experts, a également fait l'objet de discussions approfondies. Bien que certains pays africains aient réalisé des progrès notables dans l'éducation des filles et des jeunes femmes, il est apparu crucial que les médias poursuivent leurs efforts de vulgarisation pour que cet objectif soit atteint à l'échelle continentale. La formation s'est conclue par une cérémonie de remise des certificats, donc marquant la fin de cet échange riche en idées et en expérience sur la vulgarisation de l'éducation des filles en Afrique. Et nous avons recueilli quelques réactions des participantes, dont celle de notre collègue Mariam Aboura Kamel.
participé à une formation destinée aux professionnels des médias et des maisons de presse qui s'est tenue au Kenya, en Nairobi. Donc cette formation était vraiment enrichissante pour nous, les journalistes du pays africain. Là, vraiment, ces 3 jours, on a appris beaucoup de choses, surtout dans l'éducation de jeunes filles et de jeunes femmes. Donc, nous, mentalement, c'est qu'on croyait que l'éducation des filles, c'est uniquement les filles qui partent à l'école, qui prennent le chemin de l'école. Non, c'était pas ça. Durant tout le cursus de l'école de la jeune fille, est-ce que cette jeune fille a atteint son objectif jusqu'à trouver son métier qui lui convient? Là, vraiment, machallah, on a appris beaucoup de choses. La première journée, le CIFA qui a organisé cette formation nous a fait une brève présentation sur cette institution. Et la deuxième journée, l'experte en économie d'éducation nous a vraiment expliqué ce que c'est le genre. Donc, dans cette volée de genre, on a appris l'équité, l'égalité et la transformation. Donc, avant de quitter Kenya, les experts vraiment nous ont transmis des messages que nous, les professionnels des médias, nous devrons le transmettre à la population. Donc c'était une fierté pour moi de représenter la radio-télévision de Djibouti en tant que professionnel média, en tant que femme. Donc j'ai pris les relais à transmettre ce message haut et fort pour que à Djibouti, l'éducation des jeunes filles et des jeunes femmes soit au haut niveau. Et voici à présent un extrait de l'intervention de la coordinatrice par intérim du Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique, Madame Simone Nyanke. Vraiment engager les médias parce que nous savons que nous avons besoin d'eux pour faire avancer notre travail et faire avancer particulièrement ce qu'on appelle la campagne Africa Educate, ou plus en français, l'Afrique éduque sa fille. Et cette campagne aujourd'hui est à sa deuxième phase. Elle a été lancée en 2020. Elle est à sa deuxième phase qui consiste en fait à pouvoir lutter contre tous les impacts auxquels les filles ont fait face pendant la fermeture des classes, pendant la Covid. Et donc aujourd'hui, nous emmenons les médias ici pour leur dire ce que nous on fait comme travail, particulièrement sur la campagne Africa Educator campagne, leur dire également ce que nous avons fait comme différentes activités, les défis auxquels la thématique sur l'éducation des filles et des femmes fait face, mais également d'apprendre d'eux. Parce que nous savons que pas mal de journalistes travaillent sur la matière, travaillent sur l'éducation, mais peut-être pas spécifiquement sur l'éducation des filles et des femmes. Et donc, nous également imprégnons de savoir qu'est-ce qu'eux ils font, qu'est-ce qu'ils font comme travail sur le terrain, quels sont les défis auxquels ils sont confrontés, particulièrement le défi lié aux données désagrégées par genre dans le système de l'éducation. Donc, nous espérons qu'au thème de ce séminaire, que nous aurons des journalistes engagés pour la cause de l'éducation des filles et des femmes qui deviendront nos champions. C'était dont les titres, près d'une centaine de missiles ont été tirés vers Israël par l'Iran. C'est ce qu'a annoncé hier soir Tel Aviv. De son côté, l'Iran a indiqué dans un communiqué avoir frappé des cibles en Israël avec des dizaines de missiles pour venger Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah libanais, et Ismaël Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas. La riposte iranienne intervient au lendemain des déclarations du président iranien selon lesquels les Américains et Européens avaient promis à Téhéran un cessez-le-feu dans la bande de Gaza s'ils s'abstenaient de riposter à l'assassinat par Israël d'Ismaël Haniyeh en fin juillet dernier, mais qu'ils n'avaient pas tenu cette promesse selon des médias d'État iraniens. Le trafic aérien était totalement interrompu à l'aéroport mardi soir, selon un porte-parole, alors que des explosions retenties dans le centre d'Israël après le lancement d'une attaque par missile balistique depuis l'Iran. L'armée israélienne avait annoncé samedi 28 septembre avoir éliminé le chef du Hezbollah au cours des frappes menées par des avions qui ont visé donc une cible dans le quartier populaire de Harek, dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah dans la nuit de vendredi à samedi.
C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h pour un nouveau journal. Bon après-midi à toutes et à tous.